Donc, vous avez aussi un lieu comme ça, un lieu où vous formez des gens aussi, c'est ça? Non, on ne forme pas des Vous gens. faites quoi à l'Institut Callisto? L'Institut Calista, Calista? c'est un centre de bien-être. On propose des soins esthétiques, mais aussi des massages, surtout des massages ayurvédiques, et donc aussi des consultations astrologiques. Que vous assurez vous-même ou il y a d'autres personnes qui viennent Non, travailler? c'est seulement moi qui les assure. Oui. On n'est que deux, en fin de compte, ma collègue et moi, et puis aussi deux personnes encore qui occupent nos pièces. Madame Tessa Barin qui fait de l'astrologie humaniste, mais elle ne la pratique pas à l'Institut. Et puis elle fait du magnétisme aussi, certains massages. Et puis encore une autre personne, Madame Monique Page, qui fait le jeu de la transformation. Donc voilà. Et vous avez un espace, vous avez un lieu où les gens... Oui, on a un espace assez grand, d'ailleurs, à Lausanne. Quelle rue? Enfin, je sais pas, de toute façon, on en Rue du parlera. Petit Chêne, D'accord. près de la gare. Près de la gare, Oui. justement. Vous n'êtes jamais allé, madame Non, mais c'est aussi, on est là-bas depuis mai, alors Oui, c'est un peu court. récent, oui, effectivement. C'est là où il y a la librairie aussi du Rat. Oui. Oui, c'est vrai, je connais mal les amis. Mais non, mais vous avez rapatrié tous les livres Du Rat. du Rat. Ah oui, Ouais. oui, on a ça. Donc, alors, est-ce que vous avez toutes les deux la même idée de l'importance de la consultation? La consultation, on va être assez rapide, mais c'est pour... Après, on reviendra, mais c'est pour faire la connexion avec madame Villemier, parce que j'aime bien... Vous, comment dirais-je... vous pensez qu'est-ce que ça peut apporter une consultation, voilà. À mon sens, une consultation déjà permet parfois de mettre des mots sur ce que la personne peut ressentir, mais elle n'a pas forcément, la conscience de soi ou la capacité de mettre des mots dessus. Ça, c'est la première des choses. La consultation aussi permet parfois, et là je trouve que c'est très important, d'expliquer à certaines personnes qui peuvent se sentir une personnalité un peu éclatée, de trouver un sens à des comportements, des attitudes qu'elle ne comprend pas toujours, ou à des schémas répétitifs qui sont en place dans sa vie. Et donc l'astrologue est là pour éclairer en fin de compte la personne. Parce qu'en général, quand une personne vient vient à une consultation astrologique, c'est quand même qu'elle a des interrogations par rapport à elle, par rapport à son avenir ou par rapport à son comportement. Et donc un astrologue, à mon sens, est là pour l'éclairer. Lui donner le petit coup de pouce qui permettra une compréhension, une conscience. Donc pour de revenir soi de ce que disait Rachel Noa-Villemier, c'est un moment particulier, comme il va y avoir 1 heure, 2 heures dans la vie de cette personne. Voilà. Et ça va suffire pour qu'elle comprenne certaines choses, qu'elle prenne conscience de certaines choses. Ça peut parfois, comme tout le monde, peut parfois avoir un déclic, le voile se déchire. Voilà. D'un autre côté, évidemment, c'est aussi si la personne fait un travail de son côté ou continue un travail, ça peut énormément l'aider. Si elle ressort de la consultation en pensant que c'était sympathique et une bonne expérience, et puis elle met de côté ce qui a été mis au jour, ça ne suffira pas. Ça, après, ça fait partie d'une démarche personnelle que l'astrologue peut donner un soutien, un coup de pouce, mais il ne peut pas faire la démarche à la place de la personne. Mais alors, comment vous allez diriger, enfin, je veux dire, vous allez vous assurer que la personne est-ce que vous allez, à la limite, est-ce que vous allez faire en sorte que la personne soit un peu secouée par la consultation? Non, je fais toujours très attention à ce que la personne soit capable d'entendre ce que je vois dans son thème astral. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des histoires personnelles qui sont très douloureuses et qui n'ont pas forcément envie qu'on les aborde, ou qui ils sont pas encore prêts. Donc, je vais voir avec eux s'il y a des sujets dans le thème qu'ils ne veulent pas aborder, par exemple la question de la relation avec leurs parents ou des points difficiles de l'enfance. Et s'ils refusent, ça m'est jamais arrivé, mais je leur dis qu'ils peuvent refuser d'aborder un point avec moi ou de ne pas répondre à mon interrogation si je vois quelque chose dans le thème astral.
Parce que les gens sont là surtout pour... À mon sens, les gens, ils sont surtout là parce qu'ils ont besoin de prendre 1h30, 2 heures, aussi pour être écoutés, pour pouvoir parler. Au lieu d'aller chez un psychologue, ils vont aller chez un astrologue. Et donc, il faut aussi les secouer inutilement pour qu'ils ressortent de la consultation et qu'après, justement, ils ne continuent pas le chemin qu'ils ont entamé. Je trouve ça dommage. Vous avez des commentaires sur ce qui vient d'être dit, Rachel? Non, ça me paraît assez... Vous adhérez assez Ouais, bien? peut-être, Peut-être que, je ne sais pas, vous dites comme vous dites chacun. Donc effectivement, vous avez un dialogue. Au début, vous demandez à la personne de quoi elle veut qu'on parle, je n'ai pas compris. Non, c'est-à-dire, en fin de compte, je commence donc à faire les thèmes. Souvent, j'explique un peu en quelques minutes les bases de l'astrologie parce qu'en général, les gens ne connaissent pas très bien. Donc, pour qu'ils aient la possibilité à peu près de suivre ce que je vais leur dire, ça fait aussi parfois beaucoup d'informations pour les gens. Et ça prend beaucoup de temps, ça prend un peu de temps sur la construction. Ça prend un peu de temps. Et puis après, quand je vois des choses qui m'apparaissent, des points qui m'apparaissent plus difficiles, je demande alors à ce moment-là à la personne si elle veut qu'on parle de la relation à ses parents, si elle est prête à accepter de creuser un peu plus. Si elle me dit oui, alors je continue. Si elle me dit non, comme je vous dis, ça n'est jamais arrivé, mais si elle me dit non, alors je ne poursuivrai pas, parce que chacun a sa part aussi de secret. C'est pas toujours facile, les gens ont très peur quand ils font un thème astral que vous voyez tous leurs secrets. Mais est-ce que vous appartenez à quel courant? Parce que ce qu'on n'a pas dit, là, est-ce que vous n'appartenez pas par exemple, ce qu'il y a dans le thème, est-ce que c'est forcément des choses qui sont arrivées à la personne, ou c'est, comme diraient les astrologues humanistes, des choses qui sont peut-être en pointillé, je ne sais pas, Alors, deux choses. Quand on croit à l'astrologie, on croit donc que l'énergie du moment, les constellations sur lesquelles nous sommes nés nous imprègnent. Il faut déjà avoir cette croyance de base pour faire son thème astral. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte, cette formation? Ça vous permet de mieux savoir de ce que vous faites, de savoir de quoi vous parlez? Ma formation... Non, je veux dire que c'est vrai que la qualité principale qu'on attend dans ce genre de rencontre, c'est que les gens parlent de manière intéressante de ce qu'ils font. De ce qu'ils pensent, de l'outil qu'ils utilisent, parce que par exemple, parfois les gens font des choses mais ils ne savent pas en parler. Oui, donc ça, j'ai évidemment appris à présenter mon travail, tout simplement. C'est déjà la règle. Oui. Mes recherches que je faisais à l'époque. Puis bon, j'ai travaillé, ma thèse de doctorat portait sur l'utilisation de l'Égypte ancienne, de l'égyptologie par les ésotéristes. Donc j'ai aussi une vision assez... Ah, d'accord. Par exemple, le fait de relier le tarot à l'Égypte, des choses comme ça. Voilà, ce genre de choses. Il y a toute le zodiaque de Dendera. Voilà, ou tout simplement aussi, peut-être que vous avez entendu parler de l'ange chevalier de Lévis. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait parce que je suis, comme chevalier de Lévis, d'origine alsacienne. Donc aussi j'ai beaucoup travaillé sur ces thèses, sur l'Égypte ancienne. Donc j'ai, si vous voulez, un double regard de l'extérieur, et puis après il y a aussi la pratique astrologique. Vous avez fait un mémoire, une thèse? J'ai fait une thèse. Qui s'appelle donc Les égyptologies parallèles et leur rapport avec la recherche. Voilà. Ça, et donc en fin de compte, un élément essentiel de votre thèse, c'était l'instrumentalisation de cette égyptologie par l'ésotérisme. Oui. Bon, alors, pouvez-vous nous faire un exposé préliminaire, comme si vous étiez dans une... Quel était votre exposé de soutenance, par exemple? Imaginez que vous faites une soutenance devant un jury. Nous sommes le jury. Ça fait déjà 5 ans. Hein. Oui, mais bon... ça fait déjà 5 ans. Non, ce que je montrais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'Égypte ancienne à des fins... Et le travail qui est fait par les égyptologues, c'est pas seulement l'Égypte ancienne, c'est bien le travail fait par les égyptologues. À des fins ésotériques. Alors ça va du plus innocent au plus grave. Par exemple, il y a des gens qui ont des thèses racistes, néo-nazis, qui utilisent aussi l'Égypte ancienne. Parce qu'ils s'inspirent en fin de compte d'une personne
si vous voulez, qui identifiait Hitler à Akhenaton. Et donc, ils sont des tenants de ce type de discours. Donc, ce que, en fin de compte, le sujet de thèse est parti comme ça. C'est mon professeur de thèse avait eu affaire, il travaillait à Karnak, et il avait eu affaire à des gens qui étaient ésotéristes. Et on lui avait notamment parlé d'un monsieur qui s'appelait René Schaller de Lubich, qui lui n'était pas égyptologue, mais qui avait une vision ésotérique de la vie en Égypte ancienne, et qui avait, si vous voulez, convaincu en fin de compte un égyptologue de grand renom qui s'appelle Alexandre Vary, et qui est mort prématurément dans un accident de voiture. Et lui, il voulait savoir pourquoi, en fin de compte, cette personne elle avait réussi à convaincre qui était un professionnel. Donc ça, c'était le travail. Et puis bon, comme c'est René Schreier de Lubich était alsacien, et puis que moi j'ai fait ma thèse à Strasbourg, le professeur était alsacien, je suis alsacienne aussi. Donc c'était parti en fin de compte de là. Et de ce point de vue-là, ça s'est étendu, si vous voulez, pour devenir beaucoup plus large. Et donc, c'était aussi un peu cette thèse, une manière pas de dénoncer, c'est pas le bon mot, mais de dire au public, attention, on vous vend parfois des choses sous le terme Égypte ancienne, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sont tout à fait innocents et qui simplement ont la passion de l'Égypte ancienne et puis qui ont envie de le voir d'une manière un peu plus romanesque ou romantisée ou ésotérique. Et puis de toute façon, qui sait si en Égypte ancienne il n'y avait pas une forme d'ésotérisme que nous on ne peut plus connaître, mais qui vendent ça. Et puis il y a d'autres gens qui sont carrément malveillants, mais qui sont dangereux. Et donc il faut faire attention. C'était en fin de compte ça l'objet de cette thèse en égyptologie. Donc, effectivement, c'est intéressant, on pourrait parler d'une ésotérisation de l'égyptologie. Oui, hein. voilà. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous dites que d'une certaine manière, est-ce que c'est une chose positive ou est-ce que ça fait problème quelque part? Non, ça fait problème parce que quand vous vendez en toute innocence, ça fait problème quand le public n'est pas au courant. Vous lisez un livre, ça vous paraît beau, ça vous appelle, et puis derrière vous ne connaissez pas les intentions de l'auteur qui elles ne sont pas forcément innocentes. Je vous donne un exemple, par exemple, vous pouvez lire les livres d'un auteur où on trouve très peu, qui s'appelle Savitri Devi. C'est une dame qui a vécu en Islande, qui a vécu aussi en Inde, donc elle a pris ce nom. Et puis quand vous lisez son livre, donc elle parle d'Akhenaton, qui était un personnage exceptionnel, le premier monothéisme, et d'une vie nouvelle sur la terre, où il y aurait de la place pour les animaux et tout ça. Bon, cette dame, elle était néo-nazie. Ça, c'est pas marqué dans son livre. Alors, si vous voulez, ils se servent de l'Égypte ancienne pour capter, en fin de compte, l'intérêt des gens. Et avec le problème aussi avec des sectes qui existent, ils captent en fin de compte les gens comme ça. Et c'est ça, c'était ce qu'on voulait souligner en fin de compte par ce travail. Alors moi, tout ce qui est sectaire, Voilà, tout ce qui est les dépôts d'os, d'aucune sorte, moi je suis oui. très... Ça, je ne supporte pas.